Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La plateforme européenne Modern Diplomacy vient de publier un rapport intitulé Genre et autonomisation en Afrique du Nord. Une étude menée par le professeur Khalid Cherkaoui Semmouni, directeur du Centre d'études politiques et stratégiques de Rabat. Le rapport met en avant les progrès réalisés au Maroc en matière d'autonomisation des femmes et dresse un état des lieux de la situation dans les autres pays d'Afrique du Nord. Un constat nuancé par le mouvement des droits des femmes qui, tout en reconnaissant les progrès réalisés, appelle à la nécessité de renforcer les acquis et pointe du doigt de nombreuses lacunes à combler en matière de droits des femmes, que ce soit dans les zones rurales ou urbaines. Pour revenir sur ce rapport, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Khalid Cherkaoui, professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques et directeur, comme on l'a dit, du Centre d'études politiques et stratégiques de Rabat. Professeur Cherkaoui Semmouni, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est moi. Alors, professeur, quelle approche vous avez adoptée au sein du Centre pour élaborer ce rapport sur l'autonomisation des femmes et quel a été l'angle principal d'attaque? Autonomisation, est-ce que c'est que l'économie, l'autonomisation économique seulement, ou de façon générale? Premièrement, une approche méthodologique pour la question du genre et autonomisation des femmes, et donc c'est une approche très complexe au niveau culturel, social, économique aussi, surtout dans les pays du nord d'Afrique. Donc, premièrement, on a défini le sujet genre et autonomisation. Donc, on considère l'autonomisation politique, sociale et économique. Donc, on a collecté des renseignements, des informations par diverses ressources. Oui. Les études académiques, les statistiques avec des chiffres. HCP, voilà, ainsi les lois nationales se rapportant sur les droits de la femme. En plus, les conventions internationales aussi qui concernent les droits de la femme. Donc, on s'est référé à ces lois aussi, car c'est très intéressant. Après la collecte des informations, ou bien la collecte des données, donc on a analysé ces données d'une façon à conclure des résultats, des recommandations. Oui. On a fait appel à des experts qui sont spécialistes en matière des droits de la femme. Et on a rédigé notre rapport sur comme j'ai dit, des données très fiables et très précises et chiffrées. Pourquoi, professeur, vous avez choisi ce moment pour faire une étude justement sur l'autonomisation de la femme? Pourquoi ce moment en particulier? Est-ce que c'est un moment où vous trouvez que c'est un moment charnière? Est-ce qu'il y a des mutations importantes ou est-ce que c'est pour faire un état des lieux parce que les choses ne vont pas dans le sens où elles doivent aller? Parce que il y a des changements considérables au niveau soit politique, et socio-économique au nord d'Afrique, surtout au Maroc. Donc c'est une question d'actualité, la question de la femme. Oui, c'est une question d'actualité, une question de priorité. Ainsi, surtout le Maroc, il a réalisé des progrès considérables en matière des droits de la femme, soit au niveau des institutions, soit au niveau des législations et des réglementations. Premièrement, c'est la Constitution marocaine 2011 qui a renforcé les droits de la femme. Il a prévu la création d'une autorité de parité et de lutte contre toutes les formes de discrimination. C'est très important, cette autorité, qu'on attend la mise en place, sa mise en place. Ainsi, il y avait la Moudawana de 2004, le Code de la famille, ce
qu'on appelle le Code de la famille, donc de 2004. Il a donné plus de droits aux femmes. Oui. Il a concrétisé l'égalité des femmes, n'est pas tout à fait l'égalité, oui, mais surtout si on se revient à la Constitution 2011, c'est plus avancé que le Code de la famille. Donc actuellement, on attend une refonte de ce Code de famille pour qu'il soit harmonisé avec la Constitution 2011. On va revenir plus en détail sur le cas du Maroc mais je vais revenir sur cette étude parce que c'est une étude qui a une dimension régionale, puisque vous concerne la région d'Afrique du Nord. Est-ce qu'on peut parler, un peu comparer, même si il ne faut pas se comparer, mais juste où se situe le Maroc en matière justement d'autonomisation des femmes par rapport aux autres pays d'Afrique du Nord aujourd'hui? On sait que la Tunisie, à un moment, elle était en avance. Aujourd'hui, où se situe le Maroc? Parce qu'il y a, j'imagine, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, le Maroc. Donc, si on revenait aux statistiques de, par exemple, 2007, en Tunisie, la Tunisie était pionnière en matière des droits de la femme. Maintenant, on a constaté un recul, donc un retard sur tous les problèmes politiques, l'instabilité politique, etc., les changements des gouvernements. Donc, ça a impacté sur le statut de la femme tunisienne. Au Maroc, il est plus avancé actuellement par rapport à la Tunisie. Oui. Surtout à partir de 2018, par l'élaboration de la loi qui lutte contre toutes les violences contre les femmes, les violences domestiques, etc. L'accès de la femme marocaine à la fonction d'adoul, oui. c'est un pas considérable en matière de renforcement des droits de la femme marocaine. Ne serait-ce que symboliquement, c'est très fort. Oui, il y a aussi au niveau économique, donc le gouvernement, donc il a instauré un système d'intégration de la femme au marché du travail. Ainsi, il y avait des mesures contre toutes les discriminations contre les femmes dans les lieux, soit l'administration, soit dans le privé. Oui. Et puis, il y a des chiffres. Vous m'avez donné des chiffres, professeur, en ce qui concerne la politique et la représentativité des femmes, que ce soit au sein du gouvernement, au sein du Parlement, par rapport à la Tunisie. Aujourd'hui, on est... Oui, on est plus avancé que la Tunisie. Si je me trompe, donc il y a 28 femmes dans le Parlement tunisien. Ici au Maroc, il y a à peu près une centaine de femmes qui représentent la population marocaine à cause des lois électorales qui ont été changées pour donner un quota qui encourage la femme marocaine de participer à la vie politique. Oui. Donc, les femmes marocaines au Parlement ont donné plus de satisfaction, soit dans les travaux des commissions parlementaires, soit dans les séances plénières. En plus, il y a une participation très considérable dans les collectivités territoriales. Actuellement, il y a des femmes qui sont des maires des communes, des présidentes des arrondissements. Présidentes de régions aussi. De régions aussi, des régions. C'est un pas considérable. Seule, mais c'est déjà ça. Au Maroc. Oui. Ça, on ne trouve pas, par exemple, en Tunisie, ou bien en Algérie, ou bien en Libye, en Égypte. Donc, c'est donc des avancées qu'on doit reconnaître. Alors, c'est vrai que le Maroc a adopté ses réformes juridiques et ses avancées. Vous l'avez cité avec l'introduction de la loi contre la violence, le renforcement du statut des femmes, l'amélioration de l'accès à l'éducation et à l'emploi. Mais il y a des lacunes, surtout quand il s'agit de certaines lois qui ont été promulguées. Sur le papier, c'est bon, mais quand on arrive à l'application, ça pose problème. Ou elles ne sont pas appliquées, ou il y a une mauvaise application des lois, soit au niveau des juges ou que ce soit
à d'autres niveaux. Oui, vous avez raison. Parfois, on affronte des écarts entre les lois qui sont très progressistes avec la mauvaise application ou bien une application déviée. Donc, certainement, c'est à cause des mentalités, des traditions, des normes culturelles qui bloquent la bonne application de ces lois, même au niveau de la jurisprudence. Surtout, par exemple, le Code de la famille de 2004, on a enregistré des lacunes au niveau de la jurisprudence, bien les jugements qui n'étaient pas équitables au profit de la femme. Donc, ça nécessite une sensibilisation pour changer des habitudes, changer des cultures qui entravent l'avancée de la femme marocaine, qui lutte contre la masculinité. Donc, ça, ainsi que le gouvernement doit mettre en place des programmes, des programmes pour changer, les cultures, pour changer les habitudes, les applications, pour que ces lois soient conformes, l'application des lois soit conforme à le fond. À l'esprit de la loi, voilà, comme il a été voilà, l'esprit de ces lois. Alors, professeur, moi, je m'interroge avec vous. Pour la Moudawana, le nouveau ancien code de la famille, parce que maintenant il est ancien, s'il y a cette déviation ou cette mauvaise application de la loi, est-ce que ce n'est pas un peu parce que les lois n'étaient pas complètement tranchées et qui laissent des failles pour justement ces interprétations et cette jurisprudence? Parce que quand on laisse un petit vide ou un petit flou, ça peut être interprété et appliqué comme on veut. Oui, certainement, au sujet du Code de la famille 2004, il y a des lacunes qui laissent les juges à une mauvaise interprétation parfois. Pas tous. Je ne dis pas toujours, mais parfois il y a une mauvaise interprétation des dispositions des codes de la famille à cause des lacunes. Donc c'est le moment de changer ce code, de mettre ces lacunes pour qu'elles soient conformes à l'esprit de la législation. Oui, et à l'esprit de la Constitution. Alors bien sûr, la Constitution. Absolument. Oui. Et aussi tous les traités ratifiés, les traités internationaux ratifiés par le Maroc aussi. Il y a beaucoup de traités ratifiés par le Maroc. Bien sûr, le Maroc a ratifié un nombre considérable des conventions internationales des droits de l'homme et surtout la Convention internationale contre toutes les formes de discrimination entre les femmes. Oui. Alors, malgré ces indicateurs positifs, il y a des choses qui restent à faire, bien sûr, on vient de le dire. Et ce sont les chiffres qui parlent. Quand on parle d'autonomisation, pour qu'une femme soit autonome, il y a le volet éducation qui est très, très, très important. Et par exemple, en milieu rural, au Maroc, aujourd'hui, plus de 80% des filles sont concernées par le fléau de la déperdition scolaire juste après le primaire. Elles ne poursuivent pas leurs études pour plusieurs raisons qu'on connaît. Alors, comment est-ce qu'on peut parler dans ces conditions d'une quelconque autonomisation? Est-ce qu'il y a un Maroc à deux vitesses? Il y a le monde rural où il y a un véritable problème. Oui, nous avons constaté une disparité entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc, les filles au milieu rural ne bénéficient pas des mêmes droits que les filles des milieux urbains. Oui. Donc, c'est pas bon. Hein? Donc là, on dit que la fille marocaine, soit du rural, soit du urbain, doit bénéficier de tous ces droits. Oui. Question de l'éducation, il y a un nombre important de filles qui laissent l'école à cause de mariage précoce, par exemple. Des filles qui ont été mariées à l'âge de 14 ans ou bien au moins.
grâce à des dérogations voilà, du code de la famille. En plus, les responsabilités domestiques, il y a des filles qui sont chargées pour faire les ménages, soit chez elles, soit des foyers des autres gens. Donc, un problème, un deuxième problème. Et un troisième problème, l'éloignement parfois des écoles par rapport aux filles. Problème d'infrastructure. Voilà, les infrastructures. Et quatrièmement, il y a des mentalités culturelles qui doivent être changées, des mentalités qui sont contre l'enseignement des filles. Quand vous parlez justement... Ils disent que les filles doivent faire les ménages chez elles, au foyer. Oui, oui, donc, dans le milieu rural. Mais professeur, quand on parle... Oui, je sais qu'on parle beaucoup de résistance culturelle ou bien religieuse ou bien sociale. Mais est-ce que, à votre avis, ces résistances sociales peuvent être plus fortes qu'une loi? Est-ce que ce n'est pas un manque de volonté politique? Si aujourd'hui, par exemple, si demain, par exemple, on décide, comme ça a été fait il y a des années en Tunisie, d'interdire, mais catégoriquement, la polygamie. Est-ce que là, on est passé par oui, mais des conditions, consentement de la femme, bon, et on a vu toutes sortes de mauvaises interprétations, d'injustices, de déviations. Est-ce que vous êtes pour une loi qui tranche et qui impose? Est-ce qu'une loi catégorique ne peut pas être plus forte? Elle serait forcément plus forte que les mentalités et la société, ou bien il ne faut pas raisonner comme ça parce que ça risque de donner un mauvais résultat, à votre avis? À mon avis, on doit trancher sur ce point. Je vois qu'il est nécessaire au moment de changer le code de la famille, de trancher sur ce point, la polygamie. Pour moi, je suis contre la polygamie. C'est un exemple. C'est une atteinte à la dignité de la femme. Deuxièmement, il faut une sensibilisation culturelle. Oui. Donc, il y a des Marocains, même des Marocaines, qui ne sont pas prêtes pour accepter ces changements. On se rappelle tous de la marche et de la contre-marche. Voilà, il faut une sensibilisation, soit par le gouvernement, la société civile, les organisations des droits des femmes. Il faut un travail pour sensibiliser sur ce point. Donc, il y aura... Il ne suffit pas d'imposer. Voilà, certainement, il y a des lobbies, même au Parlement, si on présente le projet de code, il y aura même au sein du Parlement, il y a des forces ou des lobbying pour... Conservateurs. Voilà, pour faire bloquer ces changements. Donc, avant, il faut une sensibilisation culturelle, une sensibilisation associative, ainsi une volonté politique. Je dis que la volonté politique, elle est nécessaire pour trancher sur ce point. On ne doit pas laisser les choses comme ça. Oui. À côté de la sensibilisation au niveau de la société, il faut une volonté politique. Oui. Pour imposer ce changement. Ouais, il y a 3-4 points très importants: polygamie, la tutelle, l'héritage. Autre point important, vous avez parlé de changement de mentalité. L'expérience dans d'autres pays nous a montré que parfois, les mentalités, en fait, elles ne changent pas pour le meilleur, elles régressent. On l'a vu, des sociétés qui étaient ouvertes, qui sont devenues plus conservatrices. Oui. Nos voisins, la Tunisie. Est-ce que vous avez cette appréhension pour le Maroc, ou est-ce que vous trouvez que le Maroc va vers la modernité plutôt modernité, pas modernisme, et que les mentalités sont en train de changer rapidement? Si on prend les cas des autres pays comme la Tunisie, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, donc il y avait des progrès et des reculs.
en matière des droits de la femme. Heureusement, au Maroc, il y a un progrès, une continuité, un processus qui s'améliore d'une période à l'autre en matière des droits de la femme. Je pense pour le Maroc, les choses vont dans le positif, vers la concrétisation des droits de la femme, d'une façon que le Maroc sera un pays moderniste, un pays qui respecte les droits de l'homme en général, les droits de la femme en globalement, particulier. pour vous, le rapport et les résultats du rapport sont globalement positifs? Oui, c'est positif pour le Maroc parce qu'il y a un avancement. Un avancement, donc il y aura certainement des changements de coutumes, d'attitudes, des cultures parallèles à ce changement. Je vois qu'il y a un avancement au profit de la femme marocaine. Oui, j'imagine qu'il y a des recommandations à l'issue de ce travail. Quelles sont pour vous, professeur, les priorités aujourd'hui, justement, pour accélérer cette autonomisation de la femme au niveau économique, politique et social? Par quoi il faut commencer principalement, à votre avis? Voilà les réformes législatives, c'est-à-dire les réformes des lois, pour qu'elles soient harmonisées avec la Constitution 2011. Parce que, comme j'ai dit, il y a un écart entre la Constitution 2011 qui est plus avancée et des lois qui restent retardées. Donc, il fallait une combinaison entre la législation et la Constitution. Donc, première chose, c'est le changement, ou bien les modifications du Code de la famille 2004. Donc, le Code doit être changé. Obsolète et dépassé. Voilà. Donc, c'est une priorité pour la femme marocaine. Le Code de la famille, c'est une priorité. Ainsi, il y aura des changements au niveau des autres lois. Oui. Surtout le quota au niveau de la prise de décision, bien les postes de responsabilité des femmes. Donc il y a des résultats qui sont très intéressants au niveau de la prise de poste, au niveau des administrations publiques, au niveau du secteur privé. Mais on espère plus. On espère qu'il y a une parité, une parité entre les hommes et les femmes dans les postes de responsabilité, des femmes aussi qui soient leaders dans les partis politiques. Donc on trouve des partis politiques, ça ne suffit pas. Donc pour vous, parce qu'il ne nous reste pas de temps, c'est la législation, réviser la Moudawana, la sensibilisation pour qu'il y aurait un changement culturel, un changement de comportement en faveur de la femme marocaine. Et la femme en général des Noirs d'Afrique. D'Afrique du Nord, de façon générale. Oui. Si on donne plus de droits aux femmes, donc on va contribuer à la compétitivité économique. Merci beaucoup, professeur Khalid Cherkaoui Semmouni. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques et directeur du Centre d'études politiques et stratégiques de Rabat. Et vous venez de nous parler de ce nouveau rapport intitulé Genre et autonomisation en Afrique du Nord que vous avez mené au sein du Centre d'études politiques et stratégiques de Rabat. Merci, professeur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV.